Je me présente, Jérôme Rosanvallon. Igor Kortolitsa. Donc, nous sommes tous les deux philosophes. Et nous allons vous parler de la biosphère menacée, micro et macro perspective. Donc l'enjeu pour nous va être assez modeste, hein. On va se contenter de retracer un peu l'histoire de la notion de biosphère, son sens, ses enjeux, ses limites peut-être, et puis l'idée de la menace, faire un état des lieux des menaces qui pèsent sur la biosphère, et ensuite envisager le point de vue à la fois micro et macro, surtout pour ouvrir la discussion, hein, pour un petit peu développer les réponses possibles face à ces menaces, face à ce qui est déjà de l'ordre du dommage irréversible. Voilà. Y a-t-il des solutions du point de vue micro ou du point de vue macro? Voilà à peu près ce qu'on va développer. Et je laisse tout de suite la parole à Igor qui va nous, dans un premier temps, nous retracer la genèse et les enjeux de l'idée de biosphère. Alors, comme vous savez peut-être, biosphère, c'est un concept scientifique qui date du début du XXe siècle. Le premier à avoir utilisé ce terme-là, à l'avoir inventé, en réalité, c'est un géologue allemand qui s'appelle Eduard Suess. Et ce concept a été ensuite repris par un minéralogiste et chimiste russe qui s'appelle Vladimir Vernadsky, dans un livre qui porte le même titre, qui date des années 1920. Et dans ce livre, dans ses travaux de l'époque, il développe l'idée que la planète Terre connaît un équilibre bio-géochimique et que cet équilibre constitue ce qu'on appelle le domaine de la vie. Alors, le domaine de la vie étant en fait une sorte de traduction littérale du mot biosphère. Et on pourrait dire de manière un peu, voilà, en première analyse, la biosphère c'est la somme de tous les écosystèmes. Et c'est en ce sens-là que c'est un concept qui fonde l'écologie globale. Alors, d'un point de vue un peu plus technique, la définition en écologie de la notion de biosphère, c'est, je vous lis par exemple une définition qu'on peut trouver dans un manuel d'écologie, c'est la mince couche superficielle de la Terre dans laquelle la vie a pu s'épanouir et se maintenir d'une façon permanente. Et elle recouvre en partie 3 des compartiments qui composent la Terre et qui sont l'atmosphère, donc l'air, l'hydrosphère, l'eau, et la lithosphère, donc les sols. Donc la biosphère est composée de ces 3 éléments-là. Alors il est quand même important de souligner que ce concept scientifique, il est inventé, pas simplement pour les beautés de l'analyse, mais il est inventé à un moment où Vernadsky, et il n'est pas du tout seul, prend conscience que cet équilibre-là, cet équilibre biogéochimique, il est menacé. Et il est menacé parce que lui appelle ironiquement l'homme civilisé. Et donc on voit qu'en fait, bien que le concept d'anthropocène, dont vous avez tous et toutes entendu parler, ait été forgé à la fin du XXe siècle, cette idée que l'homme constitue une force géologique, ou on dit parfois une force tellurique, c'est-à-dire qui se manifeste à l'échelle de la Terre, c'est une idée en fait qui date du début du XXe siècle et même de la deuxième moitié du XIXe. La différence fondamentale, c'est qu'à l'époque, les données scientifiques étaient encore manquantes pour étayer cette idée d'anthropocène. Alors, après-guerre, un ami de Vernadsky, qui est un zoologue anglo-américain qui s'appelle Hutchinson, a prolongé la réflexion de Vernadsky sur la biosphère en insistant sur les mécanismes de régulation de la biosphère. Et ces mécanismes de régulation, il en trouve le modèle, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, les feedbacks, qui sont typiques de la science cybernétique qui est en train de se constituer à l'époque, dans l'après-guerre, donc qui va donner lieu à toute la théorie de la cybernétique et des ordinateurs. Oui, et pour enchaîner sur cette définition cybernétique, elle va jouer un grand rôle dans le développement de la science du système Terre, hein, Earth Science System, dont l'une des contributions principales a été celle du célèbre et controversé James Lovelock, dont vous avez sans doute entendu parler, à qui l'on doit l'hypothèse Gaïa.
qu'il a élaboré avec la biologiste Lynn Margulis, hein, qui est spécialiste de l'univers bactériel. Donc, quel est l'enjeu et l'idée de ce concept d'hypothèse, de cette hypothèse Gaïa? Elle vise en quelque sorte à élargir le concept de biosphère en montrant que le vivant n'est pas une simple couche qui se développerait sur et grâce à des conditions géologiques données, mais que ce vivant, cette biosphère, détermine, transforme et régule l'essentiel de ces conditions géologiques. Par exemple, ce sont essentiellement les bactéries qui déterminent la composition de l'atmosphère terrestre, hein, et ses variations au cours de l'histoire de la Terre. Notamment, il y a cet épisode, la fameuse grande oxydation, hein, qui a eu lieu entre 2,4 et 2,1 milliards d'années, et qui fut une catastrophe majeure pour les bactéries anaérobiques, hein, qui ne respiraient pas donc l'oxygène, qui constituaient alors l'essentiel du vivant. D'où l'idée que les équilibres globaux ne sont pas seulement géochimiques, mais biogéochimiques. Hein. Alors, est-ce qu'il faut en conclure que la Terre est elle-même un être vivant, un super organisme qui maintient son homéostasie? Bon, ça c'est une vision un petit peu caricaturale, hein, de l'hypothèse Gaïa. Je renvoie à l'ouvrage de Latour dans Face à Gaïa, hein, qui montre que l'hypothèse Gaïa ne peut pas se réduire à cette idée de super-organisme totalisant. Hein. L'idée générale, c'est que il n'y a qu'une Gaïa, mais Gaïa n'est pas une. Hein. Donc quand même, il va essayer de penser qu'il n'y a pas une unité, une totalisation de Gaïa, même s'il essaye en même temps de penser l'unité de tous les écosystèmes et surtout l'unité des équilibres biochimiques et biogéochimiques. Donc, et ce qu'il faut préciser, c'est que, en tout cas, c'est pas un système, c'est pas un équilibre. La Terre n'est pas dans un état d'équilibre inerte. Hein. C'est justement ce qui la caractérise. Et ce que va montrer Lovelock, c'est la grande différence avec Mars, etc. C'est que c'est un système qui est toujours loin de l'équilibre. Donc, voilà un petit peu ce qui caractérise l'hypothèse Gaïa et son importance remise en lumière par Latour. Alors, pour en revenir à Hutchinson, Hutchinson, donc quelques décennies avant Lovelock, lui insistait sur un double aspect de ces équilibres-là, qui, comme le rappelait Jérôme, sont loin de l'équilibre. C'est que ces grands équilibres écologiques, ils sont pas seulement fragiles, ils sont aussi extraordinairement résilients. Alors évidemment, la fragilité de cet équilibre biogéochimique, on en a des signes constants aujourd'hui. Je veux dire, il suffit d'allumer la radio pour être au courant. Cette fragilité, elle est attestée par l'augmentation des gaz à effet de serre et les réactions en chaîne qui sont provoquées par ces gaz-là. Bon. Mais il ne faut pas oublier à l'inverse, et ça Hutchinson insiste dessus, c'est que la biosphère est un système qui est aussi extraordinairement résilient. Comment ça se manifeste? Très simplement par le fait que jusqu'ici, il y a eu déjà 5 grandes extinctions de masse depuis que la vie est apparue sur Terre. Et par exemple, la plus connue étant la dernière, c'est la célèbre disparition des dinosaures. Et malgré ces 5 extinctions de masse qui sont dues à des phénomènes autrement plus brutaux à l'échelle biosphérique que ceux qui ont lieu actuellement, il n'en reste pas moins que la vie a perduré et que ces catastrophes n'ont pas détruit toute vie sur Terre et même loin de là. Donc, on peut justement enchaîner maintenant avec les menaces actuelles, hein, et essayer de comprendre, le titre c'est la biosphère menacée, mais en fait, plus finement, qu'est-ce qui est menacé, hein. Et cette notion de menace, elle ne doit pas simplement nous amener à penser en termes de risque, hein. La notion de risque, qui était très en vogue il y a quelques années, elle est déjà dépassée, hein. On est dans des dommages qui sont, c'est pas seulement les risques de la biosphère, c'est pas des menaces futures, c'est des dommages déjà subis, hein, qui sont quantifiés, qui sont chiffrés. Donc c'est ce point qu'on va
que je veux aborder à présent, une fois qu'on a retracé l'histoire et les enjeux du concept de biosphère, dont on a montré déjà l'insuffisance avec l'hypothèse Gaïa, et on ira peut-être encore plus loin en introduisant un concept qui était développé par Deleuze et Guattari et qui va ressembler à ce qu'on peut développer aujourd'hui sur l'Anthropocène ou Capitalocène, c'est l'idée de mécanosphère. Donc, une fois qu'on a posé cette question, comment la science, mais également la philosophie ou l'art, se sont emparés de ce concept, donc même s'il est insuffisant. Donc, pour insister d'abord, dans un premier temps, sur le rôle de la science, il faut le dire, Igor l'a rappelé, mais que ce concept manifeste aussi la naissance de l'écologie globale, hein, qui est une nouvelle science. Hein. Et cette nouvelle science, ou la science du système Terre, hein, c'est elle qui est décisive pour nous faire prendre conscience aujourd'hui des bouleversements macroscopiques, biogéologiques en cours. Hein. Le GIEC, c'est l'une des émanations, hein, de cette science de la Terre globale, de l'écologie globale. Alors, juste pour rappeler un petit peu, c'est des éléments qu'on peut entendre à la radio, qu'on connaît, mais pour rappeler un petit peu l'état de la catastrophe actuelle, hein, qui est plus qu'une simple menace, rappelons quelques chiffres, hein, pour montrer les bouleversements qui sont en cours, les mutations qui nous situent à une échelle géologique. C'est pour ça qu'on va introduire ensuite ce concept d'anthropocène sur lequel Igor reviendra. Alors, premièrement, d'un point de vue chimique, ça on le sait, le changement climatique est en grande partie dû aux gaz à effet de serre, dont la concentration a largement augmenté par rapport à 1750, du fait des émissions humaines. Alors, quelques chiffres. Dans l'atmosphère, la quantité de méthane a augmenté de plus 150%, celle de protoxyde d'azote de plus 63% et celle de dioxyde de carbone de plus 43%. La concentration du dioxyde de carbone est passée de 280 parties par million à la veille de la révolution industrielle à 400 ppm, un seuil qui a été franchi en 2013 et qui est à un niveau inégalé depuis 3 millions d'années. Donc, deuxièmement, d'un point de vue biologique, hein, l'effondrement de la biodiversité fait craindre une 6e extinction de masse. Hein, on en parle beaucoup donc depuis l'apparition de la vie sur Terre, sachant que depuis ces dernières décennies, le taux de disparition des espèces est 1000 fois plus élevé que la normale géologique, qu'un quart des espèces sont menacées d'extinction parmi les animaux et les plantes étudiées. Alors, sachant qu'il y a tout un pan qu'on ne connaît pas, qui est ignoré encore. D'autres transformations majeures sont déjà amorcées d'un point de vue qui concerne les grands cycles biogéochimiques. La moitié des zones humides de la planète a été drainée, 45 000 barrages de plus de 15 mètres de haut ont été construits, ce qui a profondément modifié les processus d'érosion et de sédimentation, sans pour autant affranchir la majorité de l'humanité des problèmes d'accès à l'eau. Le cycle de l'azote a été profondément modifié par les combustions issues de l'industrialisation et par la production d'engrais agricoles azotés, ce qui accentue l'effet de serre. Hein. Le cycle du phosphore est également affecté, puisque 20 millions de tonnes sont extraites chaque année de la lithosphère, principalement pour servir d'engrais phosphatés, et 9 de ces 20 millions de tonnes terminent dans les océans, voilà, etc. Et la liste, elle peut être interminable, hein, sur les bouleversements en cours. D'où le fait qu'on doit parler d'une nouvelle périodisation géologique, hein, qu'Igor a introduit. C'est Paul Crutzen qui en a parlé en l'an 2000. Et toute la question, ça va être de savoir comment appeler ça. Hein. Si périodisation géologique il y a, comment l'appeler? Quels sont les différents noms qui sont en cours d'élaboration? Oui, alors c'est très rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est des choses qui sont pour certaines bien connues, mais c'est que le terme même d'anthropocène est un terme qui est en fait polémique, qui s'est imposé dans l'espace médiatique, mais qui fait quand même l'objet de beaucoup de débats. La question étant de savoir à quel facteur est-ce qu'on rapporte cette mutation des équilibres biogéochimiques. Alors anthropocène, on le rapporte anthropos à l'homme, mais il y a d'autres termes qui ont été proposés, le capitalocène par exemple, qui rapporte cette mutation au capitalisme, mais ça c'est les deux plus connus, mais il y en a d'autres, et peut-être qu'il y en a plein que je ne connais pas, mais dans la liste par exemple, il y a thanatocène qui renvoie à l'impact des guerres et des guerres mondiales sur ces équilibres. Pensons par exemple au déversement de napalm dans la guerre du Vietnam. Il y a aussi celui de thermocène qui fait référence plus spécifiquement à la combustion des énergies fossiles. Il y a eu le terme de phagocène qui fait référence à la surconsommation
Bon. Donc là, on voit qu'en fait, ce terme qui est un terme qui a été proposé par un scientifique, anthropocène, c'est un terme qui a lui-même en fait qui dissimule, si vous voulez, des enjeux qui sont aussi des enjeux historiques et même politiques. C'est des problèmes de périodisation aussi. À quel moment ça commence? À quel moment on fait commencer? Alors donc, philosophiquement, pour poser un peu les choses d'un point de vue philosophique, l'ensemble de ces faits et la réflexion sur ces concepts appellent deux questions. Donc on l'a dit, sur quoi la menace porte-t-elle exactement? Est-ce que c'est sur la biosphère elle-même ou sur autre chose qui nous oblige là encore à raffiner ce concept? Deuxième question, là on la pose, on va seulement la poser, mais on la laissera éventuellement pour la discussion. Pour le point de vue justement macro-micro, donc face à un problème dont on voit qu'il relève clairement du macro, hein, d'un point de vue comme ça qui est nécessairement unifié sur la Terre, prise comme ensemble, mais qui produit aussi des effets différenciés hein, d'un point de vue micro, hein, c'est la question des inégalités environnementales, de la justice climatique, hein, des impacts différenciés de ce réchauffement climatique et de la réduction de la biodiversité sur les territoires. L'homme est-il lui-même capable d'apporter des réponses qui sont... Est-ce qu'elles ce sont des macro-réponses hein, qui relèveraient par exemple d'engagement politique à l'échelle internationale, hein, on peut penser à l'accord de Paris, etc. Ou alors d'une transformation utopique, hein, mondiale majeure des institutions politiques, voire même du système économique dans son ensemble, hein, transformer les axiomes du système. Ou est-ce que la solution passe par des réponses apportées à l'échelle micro, hein, à l'échelle des communautés, de l'invention de nouvelles possibilités de vie en collectivité, puis des réponses différentes selon les pays, les territoires, etc. Voilà. Ou est-ce que y a cette transformation à l'échelle individuelle de nos modes de vie, voilà, est-ce que c'est une transformation micro, macro? Bon, c'est des questions qu'on peut poser. Alors, je reviens sur le premier problème. Sur quoi les transformations biogéochimiques en cours font-elles planer une menace? On voit bien que, si on y réfléchit un peu, la menace ne porte pas à proprement parler sur la biosphère, sauf si on dépasse certaines limites. Alors, on va citer un philosophe qui a travaillé sur ces questions, Dominique Bourg, qui écrit « Même si l'humanité s'employait à répandre tous les polluants les plus nocifs en sa possession et, au resco référence, à faire sauter dans les deux hémisphères tout l'arsenal nucléaire planétaire, c'est-à-dire environ 1 million de bombes d'Hiroshima, la biosphère ne disparaîtrait pas pour autant. Hein, on a vu sa résilience fondamentale. Après quelques millions d'années au plus, il n'y aurait plus aucune trace de cette ultime folie. Plus généralement, l'échelle de temps géologique propre au phénomène terrestre, l'extrême complexité des mécanismes régulateurs de la biosphère et le gigantisme de la nature dépassent nos possibilités d'action. » Donc, ce n'est pas nécessairement la vie et les conditions favorables à la vie en général qui sont menacées. La menace porte plus exactement sur les conditions d'existence des espèces vivantes actuelles hein, et sur leur capacité à se perpétuer. Et en premier lieu, sur l'espèce humaine. C'est là que surgit un problème où la science doit passer le relais à la philosophie. Donc on peut se demander si est-ce qu'on doit retrouver cette opposition entre anthropocentrisme, anti-anthropocentrisme, ou encore ce qu'on peut appeler le biocentrisme ou l'écocentrisme. Hein. Alors on voudrait dépasser ce problème-là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas préserver les conditions d'existence de l'espèce humaine, hein, ce à quoi vise l'anthropocentrisme, sans préserver en même temps le milieu inorganique et organique dans lequel cette espèce s'est épanouie, hein, et sans préserver les autres espèces avec lesquelles elle a coévolué. Cela veut dire, à l'inverse, qu'on ne peut pas préserver les conditions d'existence des espèces vivantes actuelles, ce à quoi visent les conceptions non anthropocentriques, hein, ou biocentriques ou écocentriques, sans préserver en même temps les conditions d'existence de l'espèce humaine. Les deux sont liés. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence de ce lien fondamental? Il faut, dans un premier temps, on va tirer 3 conséquences. Je vais exposer la première, et Igor exposera les deux suivantes en montrant un extrait de film de Gravity. La première conséquence, c'est que on ne peut plus penser l'humanité ou l'espèce humaine, donc, sans la réinscrire dans ses conditions d'existence écosystémiques et biosphériques. Hein. Alors, derrière cette idée évidente, il faut souligner un point, c'est que
la technique fait partie des conditions d'existence de l'espèce humaine. Si bien que la biosphère n'est pas séparable, c'est là où il faut encore dépasser ce concept-là, n'est pas séparable d'une technosphère, ou de ce que Deleuze et Guattari ont appelé, il y a déjà 40 ans, dans Mille Plateaux, une mécanosphère. Ils appelaient, si vous voulez, à l'époque, à dépasser, d'une part, un concept trop pur, trop autonome de biosphère, par rapport donc qui serait trop autonome par rapport à une atmosphère ou une géosphère supposément abiotique. Ça, c'est tout l'enjeu du travail de Lovelock, de montrer le lien entre les deux, que la biosphère, le vivant, crée son environnement. Mais inversement, la biosphère ne peut pas être séparée d'un autre terme qui a aussi été inventé par Vernadsky, qui est la notion de noosphère, qui a été ensuite repris par Teilhard de Chardin pour en faire d'autres choses, et que les gens aujourd'hui disent... La sphère de la pensée. La sphère de la pensée, on dit, Internet, c'est un genre de noosphère, etc. Alors voilà ce qu'écrivent Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, donc il y a 40 ans, publié en 1980. Il n'y a pas de biosphère, de noosphère. Il n'y a partout qu'une seule et même mécanosphère. Si l'on considère d'abord les strates pour elles-mêmes, ce qu'ils appellent les strates, c'est justement strates géochimiques, strates biologiques, strates anthropologiques, donc tous ces strates sont mêlés. On ne peut pas dire que l'une soit moins organisée qu'une autre, il n'y a pas d'ordre fixe. Ou bien l'ordre apparent peut être renversé, et des phénomènes technologiques ou culturels être un bon humus, une bonne soupe pour le développement des insectes, des bactéries, des microbes ou même des particules. On sait que malheureusement les insectes ne profitent pas vraiment de la mécanosphère, ils ont plutôt tendance à disparaître massivement. Voilà. Et je voudrais juste insister sur le fait que, si vous voulez, qu'on parle d'anthropocène ou de capitalocène ou de mécanosphère, finalement c'est les deux faces d'une même pièce. Soit vous envisagez les choses de façon spatiale, soit vous envisagez les choses de façon temporelle, de façon périodique, mais c'est le même concept, mécanosphère ou anthropocène ou capitalocène. Ça commence au même moment, en quelque sorte. Alors il y a une autre conséquence de tout ça, c'est qu'évidemment on ne peut plus penser l'humanité ou l'espèce humaine sans la réinscrire aussi dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire de la vie sur Terre. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, vous l'avez tous remarqué, qu'on assiste depuis quelques décennies à une nouvelle manière d'écrire le récit de l'espèce humaine, qui pendant longtemps, en paléoanthropologie, pendant longtemps, en réalité depuis le milieu du 19e siècle, était le récit, ou l'épopée, comme on dit parfois, l'odyssée de l'espèce humaine, c'est-à-dire un récit triomphant, glorieux, d'une espèce qui se serait progressivement arrachée à la nature, à ses conditions d'existence naturelle, qui serait venue à les dominer. Et on voit bien que depuis les années 90 à peu près, ce genre de récit commence progressivement à basculer vers des récits moins conquérants, moins triomphants et beaucoup plus inquiets, pessimistes, voire carrément catastrophistes, où en fait on a affaire à une espèce qui aurait aussi créé, aussi en même temps qu'elle aurait dominé la nature, aurait aussi créé les conditions de sa propre disparition, qui constituerait donc en fait à ce titre une sorte de cul-de-sac de l'évolution, et un cul-de-sac qui entraînerait aussi bien d'autres espèces avec elle dans sa chute probable. Bon. Alors du coup il y a une dernière conséquence, une conséquence négative qui découle de celle-ci, c'est qu'il nous faut renoncer à tous les fantasmes de l'arrachement de l'humanité au vivant, à la biosphère, ou plus généralement à la planète Terre. Je pense par exemple à ce fantasme récurrent de la colonisation d'autres planètes, qu'on retrouve dans une série de films de science-fiction, encore récents comme Interstellar. Puisque on se rend bien compte, pour peu qu'on se penche sur la question, que la Terre est pour le moment encore la seule planète habitable pour notre communauté d'êtres vivants. C'est la notion de sphère qui est importante. Que ce soit biosphère ou mécanosphère, il nous faut une sphère, il nous faut une enveloppe. On ne peut pas vivre sans enveloppe. Et le vaisseau ne suffit pas. Et donc c'est une mutation de l'image qu'on a de nous-mêmes qui est en jeu. C'est pour ça que Bruno Latour, dont Jérôme parlait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il proposait de renommer, de rebaptiser les êtres humains qui sont, comme tous les êtres vivants, fondamentalement des terriens.
Alors cette impossibilité pour l'homme et pour les autres espèces vivantes en fait de s'arracher à la Terre et à cette enveloppe qui définit des conditions favorables à la vie, elle est assez bien illustrée par un film dont je voudrais montrer deux courts extraits et que je voudrais commenter. C'est le film Gravity d'Alfonso Cuarón qui est sorti en 2013 2015. Et je voudrais juste vous montrer deux séquences, la séquence d'ouverture et la séquence de clôture. Et l'idée étant d'essayer de revoir ce film en montrant comment en fait il s'agit du récit de l'humanité qui revient sur Terre. Et quand je dis revenir sur Terre, le retour sur Terre, il faut l'entendre au sens propre, au sens où des spationautes, des cosmonautes reviennent sur Terre, et au sens figuré, quand on dit il faut redescendre. Bon. Alors je vais juste mettre le premier extrait. Alors voilà pour le premier extrait. Donc vous voyez que après les premiers titres, on a affaire à une sorte de situation qui est extrêmement sereine. Ils sont en train de faire une sortie dans l'espace. Il raconte sa vie, il parle de sa vie personnelle. Il se trouve, et c'est tout à fait symbolique, que contrairement à son acolyte qui intervient quelques minutes après dans le film, qui est joué par Sandra Bullock, lui n'est même pas accroché, donc pour le coup il est complètement hors sol, il flotte dans l'espace. On a affaire en fait dans ce début de film à une sorte de situation non seulement sereine mais aussi hyper technologique, où on sent que l'humanité, en tout cas qui est représentée ici par ces astronautes, a une confiance totale dans le fait que la technologie est capable de nous faire vivre
en dehors en fait d'un espace qui est celui dans lequel la vie s'est développée. Alors la suite du film, vous la connaissez probablement, c'est que en réalité il y a des débris de satellites qui vont orbiter autour de la Terre, qui vont faire que la sortie dans l'espace va devoir avorter. Ils vont essayer de rentrer en catastrophe dans le vaisseau, puis à leur station. Spoil. Oui, mais moi j'ai aucun problème avec le fait de spoiler si j'analyse le film, surtout qu'on va voir la fin. Donc c'est bon. Je pars du principe que vous l'avez vu. Et donc, tout le problème, ça va être de revenir non seulement au vaisseau, mais de revenir sur Terre en catastrophe. Bon. Et donc, la fin du film, que je vais vous montrer maintenant, c'est le Dr Stone, qui est joué par Sandra Bullock, qui est la seule survivante de cette petite catastrophe, et qui rentre dans l'atmosphère terrestre, dans un module qui n'est même pas le sien, qu'elle a récupéré à la station spatiale chinoise, et donc qui va, au sens propre comme au sens figuré, vous allez le voir, revenir sur Terre.
Voilà, alors rapidement, quelques mots sur cette dernière séquence avant de laisser quelques minutes pour la discussion. Bon, c'est une séquence qui parle d'elle-même, je ne vais pas vous faire une analyse détaillée. Vous voyez qu'il y a une sorte de scène primitive de la biosphère qui se joue quand même dans cette dernière scène. Pourquoi? Parce que une fois que la technologie s'est complètement détraquée avec le module qui a améri, elle ressort de l'eau et elle rejoue une scène un peu de manière mythique, qui est ce qu'on appelle la terrestrialisation, c'est-à-dire le moment où la vie est sortie de l'eau et s'est développée sur Terre. Et cette sortie de l'eau, elle est symbolisée par ce batracien qu'on voit traverser l'écran à un moment. Et non seulement la sortie de l'eau, mais aussi le fait qu'elle passe de la station à quatre pattes et que ce soit la locomotion bipède qui est au début très hésitante. Et le film se termine sur le plan de cet être humain qui est à la fois très fragile, mais qui en même temps, comme s'il avait récapitulé toute l'histoire de l'évolution, et qui se retrouve dans cet environnement purement naturel. Et Gravity, on voit que ça a comme une sorte de double sens ici. À la fois la gravité, la force qui nous fait retomber sur Terre, comme on le dit prosaïquement, et c'est aussi la gravité, on pourrait dire, de la situation à laquelle on est confronté. Voilà. Ouais, on laisse quelques minutes maintenant, voilà, on s'en tient là. On peut effectivement conclure et vous laisser la parole s'il y a des questions, soit sur la question de la sphère, de la nécessaire identification, histoire de la Terre, histoire de l'humanité, ou la question des réponses micro, macro à un problème qui est clairement à l'échelle macro et même à l'échelle géologique. Hein. Donc, voilà. Toutes les questions sont les bienvenues, sachant qu'on n'est pas scientifique. Ouais. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante et ces extraits de films qui est magnifique. C'est vrai que ça se multiplie les extraits. Il y a aussi Ad Astra récemment qui parle d'exploration spatiale et donc le mythe est ravivé tous les ans. Mais au final, moi je comprends pas trop si la biosphère c'est plus une question de temporalité ou d'espace. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Oui, ben justement, c'est une très bonne question. C'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être de façon pas très claire, mais il me semble que dans l'idée, si on dépasse l'idée de biosphère vers l'idée de mécanosphère, c'est-à-dire il y a un lien intrinsèque entre toutes les strates de la réalité, qu'elles soient géochimiques, biologiques, organiques et anthropologiques, vous avez ce concept-là qui montre l'unité de tous les éléments qui constituent la Terre. Et cette unité, donc une unité spatiale, elle est d'autant plus affirmée et présente depuis une certaine période qu'on va appeler soit anthropocène, soit capitalocène. Donc ça, c'est la version temporelle de quelque chose qui se présente de façon spatiale. Toute la question est de savoir quand est-ce que ces liens sont devenus à ce point intrinsèque qu'il faut la nommer. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est la révolution industrielle? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est... ceux qui parlent d'anthropocène proposent de la faire commencer beaucoup plus tôt. Mais alors du coup, on ne voit plus la différence avec l'holocène, si on considère que c'est déjà avec le développement de l'agriculture, etc., bon, du coup, c'est l'holocène qui est remis en question. Moi, je pense que le plus logique, c'est de le faire commencer avec le développement du capitalisme, 16e, 17e, ou révolution industrielle à la limite au 19e siècle. Mais voilà, c'est à partir de là qu'on peut parler à la fois de mécanosphère, vraiment, et d'anthropocène, de capitalocène. Donc une sorte de finitude des ressources qui implique une finitude de l'espace-temps. Oui, absolument, absolument. Et là, il y a une vraie question sur le capitalisme qui a été évoquée, enfin déjà analysée par Marx, c'est que on parle toujours il faut faire la distinction. Je crois que dans les inventeurs de la collapsologie, Servigne, Pablo Servigne, c'est ça. Le fait, il faut distinguer entre deux concepts. Je pense entre eux, ils parlent de limite et frontière. Chez Deleuze et Guattari, il y avait cette distinction entre limite et seuil. Les limites, c'est toujours quelque chose qu'on peut repousser, et de ce point de vue-là, le capitalisme repose
repousse toujours les limites du capital. C'est ce que Marx avait montré. On croit toujours qu'il est dans des limites, mais en fait, il les repousse, il trouve les moyens de... Par contre, quand il franchit des seuils, quand on franchit des frontières ou quand on franchit des seuils, là, ça veut dire qu'on bascule vers un autre système. On bascule dans un autre système. Et la question est de savoir si est-ce qu'on est toujours dans des limites, et est-ce qu'il suffit juste d'adapter le système, de changer les axiomes, ou est-ce qu'on a déjà franchi les frontières, les seuils qui nous amènent à la nécessité d'un autre système, quoi. Les ressources sont elles-mêmes finies, ça c'est clair. Je crois que la sonnerie nous rappelle à l'ordre. C'est une manière très, très polie de nous dire que... Mais on peut continuer la conversation sans sonorisation. On est là, mais les machines nous abandonnent par contre.